Monsieur Étienne Chouard, à l'initiative de Fabrice Epelboin, en présence de Draffer, c'est son pseudo, c'est comme ça qu'il souhaite qu'on l'appelle, et de Louis, qui nous expliquera aussi sa raison d'être, on va dire, comme ça, d'être ici, aujourd'hui. Alors, en quelques mots, cette petite introduction, c'est celle que je souhaitais faire à l'attention des internautes qui, comme moi, il y a encore quelques semaines, ne savaient pas grand-chose de Monsieur Étienne Chouard. J'en avais entendu parler, j'avais de vagues réminiscences de ce qui s'était passé en 2005. Je savais qu'un professeur avait fait beaucoup parler de lui par son analyse fine du traité constitutionnel européen, et j'avais eu une vague impression que les médias l'avaient un peu occulté jusqu'au moment où certains politiques avaient commencé à réagir, et finalement on s'est aperçu que derrière vous, il y avait ce peuple très connecté de l'Internet, qui était encore un peu obscur et méconnu, qui était en train de se dire « mais bon sang, mais c'est vrai qu'il nous manquait une analyse pertinente de ce fameux traité ». Et vous avez donc, sans l'avoir vous-même ni prémédité, ni particulièrement voulu, sans avoir cherché à prêcher pour une paroisse quelle qu'elle soit, vous êtes retrouvé au centre du débat, disons-le comme tel, c'est bien ce qui s'est passé, vous ne l'aviez absolument pas recherché. C'était une démarche de recherche sincère. Et vous avez donc, ces dernières années, bénéficié d'une certaine aura, d'une certaine reconnaissance de la part de gens qui, comme Fabrice Epelboin, comme Draffer, comme Louis, comme d'autres qui sont là dans le studio aujourd'hui. Vous avez donc derrière vous donc des passionnés qui vous suivent. Et je voudrais donc, dans le contexte de ce plateau, simplement qu'on parle de vous, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Alors, on va vous épargner le soin de vous présenter vous-même. Je voudrais simplement que Fabrice Epelboin commence par nous dire, en quelques mots, nous parler de vous, de votre itinéraire, et ce qui fait qu'il a eu l'idée de vous inviter sur Politoscope. Pourquoi, Fabrice, est-ce que cela te semblait, alors je tutoie Fabrice parce qu'on se connaît depuis longtemps, pourquoi est-ce que cela te semblait si fondamental de recevoir Étienne Chouard sur une web TV indépendante comme Politoscope TV? Moi, ce qui m'a paru fondamental quand on s'est rencontrés il y a déjà quelques temps, c'est que Étienne est la première personne qui a utilisé Internet pour faire dérailler un processus politique qui autrement était sur des rails. C'est la première fois en France qu'on a assisté à ce genre de phénomène où tout d'un coup un citoyen dans un coin, inconnu, prend la parole et arrive à lancer un débat public. Habituellement, un débat public, c'est lancé soit par une assemblée nationale, soit par un groupe de presse, soit par un groupe de politiciens, mais ça n'est pas du ressort des citoyens d'arriver à lancer un débat public. C'est ce qu'Étienne a fait en utilisant le média Internet, alors ce qui nous surprend pas du tout, mais là où ça devient très intéressant, c'est qu'Étienne n'est pas du tout un spécialiste d'Internet, que, en gros, ça s'est fait sur Internet parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens, que ça a fantastiquement marché sur Internet, on a eu un effet viral absolument incroyable, et que, aux yeux de gens comme Draffer ou moi, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est notre métier, on sait parfaitement utiliser ces phénomènes de résonance, de viralité pour avoir des discours politiques, on pratique, mais de façon très professionnelle, mais on sait parfaitement ce qu'on fait. Alors que Étienne Chouard est arrivé dans ce territoire Internet, s'est saisi d'Internet à défaut d'autre chose, parce qu'une tribune dans le monde, c'était absolument invraisemblable à l'époque, et a eu autant d'efficacité finalement que des gens comme nous qui avons fait dérailler des processus comme Adopi. Et là où ça devient intéressant, c'est que les conclusions politiques auxquelles vous arrivez sont étonnamment proches, voire très similaires parfois, aux conclusions politiques auxquelles arrivent des gens qui sont passés par des philosophies comme le logiciel libre ou par la philosophie des hackers. Or, c'est deux parcours totalement différents. Il se trouve qu'on est à un moment de l'histoire où ces deux parcours arrivent à des très grandes proximités idéologiques, et ça m'a paru très intéressant de confronter l'état de votre réflexion actuelle avec celle de gens qui ont pris d'autres parcours et qui arrivent à un même constat sur le monde et à des conclusions d'avancées possibles étonnamment proches. Alors ça serait bien maintenant aussi que Draffer nous explique, alors peut-être en une phrase ou deux, son parcours personnel et ce qui l'amène à avoir cette affinité intellectuelle aujourd'hui. Mon parcours, on va être court. Je suis journaliste. Simplement pour vous situer. Je suis journaliste, et avant d'être journaliste, j'étais dans l'informatique, donc dans le monde aussi du hacking, et disons de façon plus générale sur le réseau, quoi. Si on parle, Étienne Chouard, moi je suis passionné, pour les mêmes raisons que Fabrice, je suis assez fasciné par la capacité qu'il a eue, sans avoir effectivement voulu ou organisé la chose, d'avoir pu donc faire passer ce débat qui était effectivement un débat qui normalement n'aurait pas lieu sur la Constitution européenne, qui s'est enflammé sur le réseau et en dehors. Donc il est un acteur principal, majeur de ce débat qui a rendu le nom. Et après, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le modèle
le modèle de société, de démocratie, remise en cause de la démocratie telle qu'en tout cas elle nous est vendue depuis des années. Et à partir de là, cette idée, et les modèles se rejoignent avec les communautés de hackers, c'est vrai, on va dire les communautés du libre sur le réseau Internet, sans que lui soit issu de cette culture. En fait, ce qu'il renvoie et ce qu'il propose dans l'horizontalité, dans sa façon de voir l'économie, la politique, la société, ça rejoint totalement cette culture-là, de laquelle moi je suis issu, comme Fabrice et comme beaucoup d'autres sur le réseau Internet. Voilà. Alors ça serait bien aussi d'avoir le point de vue de Louis, qui lui est proche, on va dire, du parcours d'Étienne Chouard pour des raisons un peu différentes. J'ai pas un parcours très large, je suis un étudiant, un simple citoyen. Je me suis intéressé aux idées d'Étienne Chouard qui vraiment aborde un sujet, la démocratie, qui est dans les mouvements sociaux, on va rarement remettre en question la démocratie. Tout le monde est démocrate, en tout cas prétendument démocrate, et en fait on se rend compte que la démocratie c'est quelque chose dont on a travesti le nom. Et donc j'ai trouvé que Étienne Chouard faisait vraiment des cours de démocratie qui vulgarisait ce concept-là et donc parlait du tirage au sort qui est quelque chose d'essentiel pour la démocratie. Et donc finalement dans ces mouvements sociaux-là, on réapprend quel est l'usage de la démocratie. Et puis il y a l'apparition d'Internet qui apporte quelque chose à ces mouvements sociaux-là et tout d'un coup ils découvrent la démocratie, ils en discutent. Et moi ce qui m'intéresse c'est de savoir est-ce qu'on peut donner une application réelle dans le champ du politique via les nouvelles technologies. Est-ce que vraiment ça va avoir un effet concret sur le système politique? Voilà, et vous êtes aussi ici parce que vous avez entrepris de traduire certaines des conférences, certains des séminaires. J'ai créé un groupe de traducteurs qui a traduit dans plus de 10 langues certaines conférences. Je pense que c'est très important que ça ne reste pas dans le cadre du débat national, puisque Internet nous donne justement le moyen de communiquer à l'extérieur. C'est ce que j'ai fait. Puis par ailleurs, on est en train de créer une association qui va demander l'objectif, donc c'est d'obtenir une assemblée constituante tirée au sort. Et cette association en cours de création s'appellera la Coalition nationale pour la constituante. Bon, vous allez forcément récuser le terme que je vais employer, mais vous avez là un premier disciple qui a quand même aussi une démarche très structurante, puisque ce que vous exprimez à travers de vos conférences, vos séminaires, de vos publications, commence à faire l'objet d'une vulgarisation. Je trouvais ça assez intéressant, que ça vienne aussi du monde étudiant, parce qu'on sait que c'est pas Fabrice qui dira le contraire eu égard à sa culture politique. Le monde bouge d'autant plus vite, souvent, qu'il y a des étudiants à l'origine des premiers mouvements, etc. Et voilà, là, il y a quand même une sorte de tendance de fond très structurante, très profonde, très intellectualisée, très intéressante, très bien organisée. On aura l'occasion d'en reparler. Étienne, j'ai envie, moi, de vous dire, maintenant, vous passez la parole pour vous donner peut-être la possibilité de vous pitcher vous-même, simplement de manière très pédagogue et simple, puisqu'on va faire d'autres petits sujets. On va séquencer ça dans la suite des enregistrements. C'est un premier contact avec vous. Ceux qui auront cliqué sur le petit bouton play de cette vidéo se disent « Tiens, je voudrais savoir qui c'est ». Comment vous vous présenteriez en survol? C'est jamais facile. Hein. Moi, je suis prof à Marseille. J'étais éteint politiquement jusqu'à 45 ans. Et le hasard, en fait, en me mettant sur le devant de la scène, sans que je l'ai décidé. En fait, moi, ce que j'avais jeté sur Internet, c'était une bouteille à la mer pour essayer de créer un débat qui nous manquait. Hein. On n'arrivait pas à discuter comme il faut, de façon publique, des arguments contre l'anticonstitution européenne. Et bon, ça a marché comme ça ne devait pas marcher. Et donc, ça m'a entraîné, en fait, ça m'a transformé. En fait, le regard des autres nous change. Nous avons besoin, nous sommes des animaux sociaux. Je l'ai découvert depuis, hein, c'est en réfléchissant à ce qui s'est passé que j'analyse ça. Nous sommes des animaux qui avons besoin les uns des autres et le regard des autres nous change. Moi, c'est ce qui s'est passé, donc, évidemment, dans cette aventure de 2005. Et depuis, j'essaye d'aller plus loin que ce qu'on a fait en disant non à l'anticonstitution européenne et de bâtir ensemble un jeu d'institutions robustes qui, indépendamment des hommes, pousse les acteurs politiques à la vertu, sans attendre, sans supposer qu'ils soient vertueux au départ,
en supposant au contraire qu'ils ne le sont pas, et qui permettent de garantir l'ensemble de la cité contre les abus de pouvoir. L'Internet me permet d'être confronté à la controverse quasiment tous les jours. Sur Internet, il y a pas mal de gens qui m'aiment bien, qui trouvent que ce que je fais est utile et qui m'aident. Puis il y en a d'autres qui m'aiment pas du tout, qui prétendent que je suis un imposteur, un fumiste, un gourou, je ne sais quelle calomnie. Et donc je me défends contre ça et je progresse en fait. Ces adversaires me poussent à progresser. Et c'est donc un des avantages évidemment de la démocratie. C'est à l'occasion du débat public, chacun est, par la confrontation à des opinions contraires, est poussé à progresser, à revoir son point de vue. Est-ce que vous avez eu l'impression à un moment donné, et notamment il y a 7 ans, qu'une certaine intelligentsia politique vous refusait l'accès au devant de la scène et que c'était un peu difficile d'exister? Ah bah oui, mais pas seulement à moi, à tout le monde. C'est-à-dire que le régime du gouvernement représentatif, qui est le nom réel de notre système, qui n'est pas du tout une démocratie, ce régime-là, par le mécanisme de l'élection qui est aristocratique, conduit à la formation de castes, d'un groupe d'humains spécialisés, professionnels de la politique, et qui précisément par construction prive les autres de la politique. Et donc il n'y a pas que moi qui ai été muselé, tous les citoyens sont muselés par les professionnels de la politique. Un peu comme les professionnels de la politique se comportent un peu comme des parents qui interdiraient à leurs enfants de s'émanciper d'eux. Ils se comportent aussi, on pourrait dire, comme des maîtres qui décident tout à notre place. Et je crois que ce n'est pas du tout une fatalité. Je pense aussi que ce n'est pas la faute de ces professionnels. Ces professionnels prennent une place que nous leur laissons. Et ça, je trouve que ça donne de l'espoir d'analyser la cause de cette muselière politique, de l'analyser et de la trouver en nous-mêmes. Ça nous donne un champ de possibles, un champ de solutions possibles qui est tout à fait prometteur, enfin qui donne de l'espoir. Alors que si on devait attendre la solution de nos élus qui passent leur temps à trahir l'intérêt général, ça aurait quelque chose de désespérant. Moi, mon analyse, c'est que la cause de notre impuissance politique, elle est en nous-mêmes. C'est-à-dire que nous renonçons à écrire nous-mêmes notre contrat social, la Constitution, et tout vient de là. Alors, je me trompe peut-être, je cherche, j'en suis là aujourd'hui. Il me semble que c'est une piste prometteuse pour nous protéger tous contre des tas d'abus de pouvoir. C'est jusqu'aux sociétés secrètes qui sont menacées par l'idée du tirage au sort, par l'espèce d'antidote contre les chefs. Le tirage au sort est un antidote robuste, complètement méconnu, oublié, mais toujours aussi potentiellement libérateur contre les chefs, les abus. Alors juste, Fabrice Epelboin voudrait réagir là, à ce stade. Qu'on pourrait à ce stade faire un court passage en vue de votre idée clé dans toute votre réflexion intellectuelle, qui est cette constituante par tirage au sort. Pourquoi une constituante? Pourquoi le tirage au sort? Alors, ça je peux le faire de façon brève. Normalement, je cherche à venir à bout durablement des injustices sociales. Donc j'essaye de trouver leur cause. La méthode que je suis, c'est un vieux conseil d'un vieux médecin qui s'appelait Hippocrate, qui disait « chercher la cause des causes ». Et c'est pas du tout théorique, c'est très pratique. Pour régler un problème, inutile de s'en prendre aux symptômes. Évidemment, ça, chacun comprend ça, il vaut mieux chercher les causes. Et même parmi les causes, en cherchant une ou plusieurs causes déterminantes, on se donne les moyens de régler le problème. En constatant les injustices sociales et en constatant l'impuissance des résistants à y changer quoi que ce soit, malgré leur spécialisation. Les gars qui se spécialisent sur le nucléaire sont très, très pointus sur leur sujet, connaissent les solutions. Les gars qui se spécialisent sur le fascisme financier, sur ouais, on peut dire ça comme ça, savent très bien quels sont les mécanismes bancaires qui conduisent à la situation de domination des banques aujourd'hui. Et malgré cette compréhension fine des pièges ou des catastrophes comme la catastrophe écologique, malgré cette compréhension, les résistants n'arrivent pas à changer les choses. Donc, constatant les injustices sociales et l'impuissance politique des résistants à y remédier, je cherche la source de ces impuissances et je la trouve dans la Constitution. C'est-à-dire, il y a peut-être un endroit où je me trompe dans mon raisonnement, d'ailleurs ça m'intéresse si vous le trouvez, mais
il me semble que l'impuissance politique des acteurs, des citoyens, l'impuissance politique, elle est écrite quelque part, elle ne tombe pas du ciel, elle est écrite dans un texte dont tout le monde se fout. Et quand je pousse l'explication, c'est parce qu'on s'en fout précisément qu'elle nous échappe. Et c'est dans la Constitution, pour vous donner quelques exemples, c'est dans la Constitution que n'est pas programmée la reddition des comptes des acteurs politiques en fin de mandat. C'est dans la Constitution qu'est programmé le fait que nous ne puissions pas choisir les candidats. Le fait que les candidats nous soient imposés par les partis politiques, c'est écrit dans la Constitution. C'est dans la Constitution que le mécanisme de désignation des acteurs politiques est l'élection, alors que ça pourrait aussi être le tirage au sort, etc. Et donc, en constatant que l'impuissance politique vient de la Constitution, que la Constitution est mal écrite, j'essaye de comprendre la cause des causes, la cause de cette cause, et j'ai l'impression que si toutes les constitutions du monde programment à toutes les époques l'impuissance des peuples, au lieu de les protéger, c'est pas un complot, hein, pas partout, à toutes les époques, c'est autre chose. Je pense qu'il y a un processus universel qui explique ce dysfonctionnement universel, et je pense que c'est parce que dans tous les pays du monde, ceux qui écrivent les constitutions qui devraient nous protéger sont jugés partis. Ce sont toujours les professionnels de la politique qui écrivent les constitutions partout dans le monde. Et je pense que c'est ça la cause. C'est parce que les professionnels de la politique ont un intérêt personnel à programmer, au moment d'écrire la Constitution, ils ont un intérêt à programmer leur puissance politique et notre impuissance politique. Et je pense que c'est ça, c'est pas compliqué mon idée. Hein. Je pense que la qualité du processus constituant, c'est-à-dire le désintéressement de ceux qui écrivent la Constitution, changerait littéralement tout. Et quand j'essaie de comprendre, alors pourquoi est-ce que ce sont les professionnels de la politique qui partout dans le monde écrivent la Constitution, je retombe partout sur une explication qui me paraît pour l'instant plausible, hein, c'est que partout, les peuples ont renoncé à écrire eux-mêmes la Constitution. Par ignorance, parce qu'ils ne savent pas qu'ils pourraient le faire, par paresse, parce qu'ils ont autre chose à faire, et puis par inculture, ou par méconnaissance. Ils ne voient pas le lien entre leurs problèmes personnels et la Constitution. Pour toutes sortes de raisons, j'en oublie peut-être. Fatalisme. Mais le fait est aussi, parce que ça nous par a fatalisme, imposé. voilà, par fatalisme, et puis par dressage, par habitude de la soumission, hein, qu'emporte avec elle l'élection. En tout cas, le fait est que partout dans le monde et à toutes les époques, à peut-être une ou deux exceptions près, les peuples renoncent, les peuples c'est les gens, hein, les gens normaux, les gens renoncent à écrire eux-mêmes la Constitution. Et pourtant, il y a quelque chose qui est très proche de nous et qui pourrait vous contredire, c'est la révolution tunisienne, avec une constituante qui a été créée, qui vient de se terminer, qui a duré 1 an, qui était censée, normalement, permettre au peuple tunisien de créer justement une nouvelle constitution. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça appelle? J'ai eu un peu d'espoir avec la révolution tunisienne parce que ce qui semblait se dessiner, c'est que la constituante allait être composée de non-professionnels de la politique. Et ça paraissait régler un des problèmes majeurs que je dénonçais. Enfin, que je pointe. Mais ils ont élu l'Assemblée avec des candidats. Donc des gens qui voulaient, même si c'est pour de bonnes raisons, à mon avis, ça... C'était volontaire, ça voulait dire. Qui était à la recherche de pouvoir. Qui cherchait à la recherche du pouvoir. Même si c'est pour de bonnes raisons, je pense que quelqu'un qui est à la recherche du pouvoir, au moment d'écrire la Constitution, et pas en général, je ne parle pas d'une corruption générale, je pense qu'il y a une corruption au niveau du processus constituant, parce que le gars qui se destine à exercer le pouvoir et qui comprend que la Constitution va possiblement mettre un frein à son futur pouvoir, ce gars-là se projette dans l'avenir, il a une intelligence qui lui permet de se projeter dans l'avenir et qui le conduit par le mécanisme tout simple et très important du conflit d'intérêts, ça le conduit à ne pas instituer les contrôles qui vont le gêner. Ce qui veut dire qu'en fait, pour bien faire en Tunisie, il aurait fallu passer par le tirage au sort. Il me semble. Et peut-être que ça... volontaire. Mais la leçon tunisienne, enfin, elle m'apporte quelque chose. J'ai modifié... Ça a modifié ma façon de voir les choses parce que la rudesse de l'échec, parce que ce que je vois, enfin, je me trompe peut-être, mais les informations qui reviennent de Tunisie, ça ressemble vraiment à un échec aussi grave que partout ailleurs. C'est-à-dire que ce qui se dessine, c'est la programmation de l'impuissance des Tunisiens au profit d'une classe politique, avec un sabordage monétaire comme chez nous. Mais l'échec de cette expérience, alors que le processus constituant se passait plutôt mieux qu'ailleurs, m'a conduit à proposer, imaginer, mais bon, je suis en train de chercher, donc il faut confronter ça à la critique pour voir si c'est robuste, mais à mon avis,
il faut non seulement qu'une assemblée soit tirée au sort, mais il faut qu'elle soit... Elle va avoir un pouvoir important. Il faut qu'elle aussi, donc elle a un pouvoir qui est dangereux, et elle aussi doit être contrôlée. Il faut peut-être que nous préparions à désigner non pas une chambre, mais deux. La deuxième étant spécifiquement une chambre de contrôle de la première, parce qu'il est important qu'il ne travaille pas à huis clos, il est important qu'il communique avec les gens pour qu'il y ait un débat public autour de la Constitution. Principe il est de important. transparence. Voilà, oui. Mais du coup, il risque d'être influencé. Oui, mais c'est bien qu'ils soient influencés par le débat public. En l'occurrence... Mais peut-être manipulés, du coup. Oui, mais à mon avis, oui, mais si les manipulations entre guillemets, c'est-à-dire si les influences sont multiples et publiques, à mon avis, elles vont se rapprocher de l'intérêt général bien davantage que si on travaille à huis clos avec en plus les lobbies, parce que les constituants tunisiens font l'objet de visites occultes, des lobbies, et notamment des lobbies de la banque, qui vont conduire les constituants très probablement à instituer l'indépendance de la Banque centrale et le sabordage monétaire, qui est profondément antisocial et d'où découle des tas d'impuissance politique, des acteurs politiques eux-mêmes qui ne pourront plus, parce qu'ils ont perdu les cordons de la bourse, qui ne pourront plus, même s'ils le veulent, même s'ils sont vertueux, déclencher les réformes dont le pays aura besoin. En tout cas, un peu sur le modèle du tribunat, il faudrait que je prenne le temps d'expliquer ce qu'était le tribunat dans la réflexion des penseurs politiques du XVIIIe siècle, ou même, ça remonte à Athènes, hein, à Sparte, ça s'appelait les efforts, les EPHORES, donc c'était les censeurs, les vérificateurs, les contrôleurs des pouvoirs en place, ça s'appelait les efforts à Sparte. Et ça s'est appelé le tribunat pendant les périodes révolutionnaires. Et à chaque fois, je pense que les expériences de tribunat ou des censeurs chez les Romains, ces expériences ont échoué à chaque fois, je pense, parce que ceux qui écrivaient les règles étaient jugés partis et se sont débarrassés de ces contrôles qui les gênaient dans leur propre pratique. Alors que si nous écrivions nous-mêmes, nous qui avons renoncé au pouvoir, qui ne voulons pas le pouvoir, mais qui craignons les abus de pouvoir, si nous écrivions nous-mêmes notre contrat social, même des gens, je pousse le bouchon peut-être un peu loin, même des gens analphabètes, mais en tout cas des gens qui ne sont pas du tout aguerris sur la question constitutionnelle, sont capables de dire « Ok, j'ai compris que la Constitution, ça me sert à me protéger contre les trahisons des politiciens. Et donc j'ai besoin, moi, qu'ils me rendent des comptes, j'ai besoin qu'ils soient révocables à tout moment, j'ai besoin, quand je trouve qu'une question est importante, j'ai besoin que mon initiative soit reconnue et j'ai besoin du référendum d'initiative populaire. » Ils ne le diront pas dans ces termes-là d'emblée peut-être, mais la discussion fait monter le niveau. Les expériences d'assemblée tirée au sort montrent que le niveau des gens monte à toute vitesse quand on leur fait confiance. Des gens normaux qui vous auraient semblé incompétents, incapables de faire le job, en fait, si vous mettez quelques personnes plus aguerries au milieu et que la discussion peut avoir lieu librement, si quand ils se trompent, on peut les interpeller pour leur signaler qu'ils se trompent, le niveau monte à toute vitesse. Et si vous leur faites confiance, si ça va changer les choses, si vraiment le texte qu'ils vont écrire va être un vrai texte, ils se donnent un mal de chien, ils éteignent la télé, ils arrêtent de se distraire sur des bêtises, ils se concentrent, ils se mettent à lire, les gens se transforment quand on leur fait confiance. La qualité du débat en 2005 pour la Constitution était très élevée, ça c'est clair. Absolument. Et le seul en Europe d'ailleurs à être de ce niveau-là. Ou l'exemple de l'Assemblée constituante en Colombie-Britannique, à Vancouver, à l'ouest du Canada, là, ils ont tiré au sort une Assemblée constituante, donc des gens normaux. Le commun des mortels s'est retrouvé en situation de réécrire le code électoral, qui est un texte compliqué sur lequel on choisit les modes de scrutin, les quorums, les règles électorales. Et ils ont eu très peur, évidemment. Tu es tiré au sort, tu vas écrire le code électoral de ton pays, si tu te trompes, c'est une catastrophe. Et ils expliquent aux journalistes comment ils se sont transformés et comment ils ont éteint leur télé, ils se sont mis à réfléchir, comment ils ont compris très rapidement les enjeux et les méthodes, les différentes façons de faire dans les autres pays. Comment ils ont fait leur choix et comment à la fin ils pleuraient de joie d'être arrivés à faire le boulot. Donc il y a des expériences. Une autre expérience qui apparemment est quand même un échec, je voulais avoir votre avis dessus, c'est la Finlande. L'Islande, pardon. Excusez-moi, l'Islande bien sûr. C'est quand même un échec apparemment, avec ces personnes venues quand même un peu de... Alors, dites-moi plus, moi c'est les retours que j'ai, mais qu'est-ce que vous en pensez ? En Islande, ils avaient tiré au sort des assemblées qui n'avaient pas le... C'est des politiciens qui ont mis en place le système. Et donc, et comme d'habitude, quand c'est des gens au pouvoir qui écrivent les règles du pouvoir, il y a des biais terribles, toujours. Et dans le processus constituant islandais, qui est déjà mieux que le nôtre, donc il y a plein de leçons à tirer de l'expérience islandaise, mais
les deux assemblées tirées au sort qui ont précédé l'Assemblée constituante n'avaient pas le pouvoir d'écrire la Constitution. Ils avaient juste le pouvoir de dire il faudrait, voilà les valeurs auxquelles nous tenons. Voilà. Et c'est déjà pas mal. Ils ont écrit le cahier des charges de l'Assemblée constituante. Mais ensuite, l'Assemblée constituante, elle a été élue. Et elle a perdu son rôle d'Assemblée constituante, par exemple. Et en plus, elle a perdu son rôle impératif d'Assemblée constituante. On a réduit son rôle à un rôle indicatif. Et finalement, le texte qu'a écrit cette Assemblée, et ça s'est bien passé. Enfin, ce qui s'est bien passé, c'est l'interaction avec le peuple, hein, l'utilisation des réseaux sociaux, le débat politique qui a eu lieu à l'occasion du processus constituant en Islande est tout à fait passionnant. Mais il avait été comme désactivé par les élus et les professionnels de la politique qui lui avaient retiré son caractère contraignant. Et le texte que l'Assemblée en question a proposé va être proposé au Parlement, donc à des professionnels de la politique, et c'est ce Parlement qui va proposer au peuple, au référendum. Il a été validé, hein, ça y est. C'est par référendum. Alors, je vous proposais de faire une petite pause sur ce sujet, parce que je voulais simplement que dans ce premier plateau, on ait une introduction à votre pensée pour qu'on commence à toucher du doigt sa profondeur. On va y revenir sur les séquences suivantes, notamment le cas de l'Islande. Alors, le live chat, sans qu'on l'ait nous-mêmes prémédité, et crépite de très bonnes questions, de réactions. On va rester sur les questions simples qui nous permettent encore une fois de rester dans ce premier contact, notamment quelque chose qui revient un petit peu dans les commentaires, c'est le fait que parmi les gens qui vous suivent, il y en a qui involontairement et sans que ça procède évidemment d'une mauvaise intention, vous discréditent un petit peu. C'est ce que disent certains, à savoir qu'il y a une espèce de, comme le dit Cheikh Yarmouti notamment, une espèce de tendance conspirationniste qu'on retrouve sur Internet. Et il y a évidemment cette caisse de résonance qui est la masse hein, des internautes, voilà, qui amplifie tout ça, au risque de le caricaturer. Et ce qui revient dans 2-3 commentaires, c'est simplement les gens ont envie de savoir comment vous prenez en compte, si c'est le cas, ce phénomène. Parce qu'on a d'autres réactions un petit peu plus bas de personnes qui disent voilà, je connais des gens qui suivent attentivement Étienne Chouard, qui reprennent ses idées mais qui le font tellement mal qu'ils jettent un petit peu le discrédit dessus. C'est intéressant de voir le subtil paradoxe qui intervient là-dedans, parce que des citoyens lambda, en partant d'une bonne intention, veulent procéder du mouvement, mais le discréditent un petit peu involontairement. Et je suis obligé de vous poser la question, parce qu'il y a 3-4 commentaires sur ce thème. Je ne peux pas être responsable de ce que deviennent mes idées. Les idées, moi-même, je m'alimente. Mes idées ne sont pas les miennes, je m'alimente de celles des autres. Hein. Et donc, je ne peux pas être responsable de ce qu'elles deviennent. J'observe les dérives qu'elles suivent parfois. Mais si certaines de mes idées sont utilisées de façon extrême ou déformée, chacun, en remontant à la source, verra que ce n'est pas de mon fait. En tout cas... La question qu'on pourrait poser, c'est peut-être est-ce qu'il existe des chouardiens ou des chouardistes un mouvement chouard. J'imagine que ça sera en totale contradiction avec votre approche. Mais ce que je trouve intéressant dans le fond de la question, c'est qu'on insère là quand même une nécessaire réflexion un peu paradoxale sur ce qu'est un mouvement démocratique quand il n'est pas encore très structuré. Donc finalement, pour que votre idée puisse être audible, il faut à un moment donné que de façon un petit peu structurante, il y ait un message qui émerge et qui soit évidemment le vôtre, mais pas repris n'importe comment. Donc pour ça, à un moment donné, il faudra bien que vous qui êtes sans parti, vous commenciez à représenter un mouvement lui-même suffisamment crédible. Voilà. Alors je sais qu'on est, je risque pas on est borderline avec vos convictions, mais. Eh oui, non, mais je ferai pas ça. Hein. Je ferai pas la police de ce que deviennent les gens qui s'emparent de l'idée du tirage au sort et de la démocratie, puis qui en font peut-être autre chose. Je peux pas être... Puis en plus, c'est inaccessible. Ils sont trop nombreux, il y a trop de gens. Donc alors, à ce titre, laissons peut-être Fabrice Epelboin réagir, qui a une idée là-dessus. Nous, chez Reflet, on a été aussi très lourdement confrontés à ces accusations de conspirationnisme, et on a à peu près la même analyse qui est celle de gens avec un background scientifique avant tout, qui consiste à dire il n'y a pas de grand complot manichéen de Dieu sait quoi. Moi, en cours, je passe mon temps à dire non, les gentils contre les méchants, c'est vraiment Hollywood, la réalité est plus complexe que ça. Il y a des conjonctions d'opportunités, d'opportunisme, d'ambition, de machin, dans un système qui, effectivement, du fait de l'absence totale de prise en compte
de la notion de conflit d'intérêts mène à certaines choses. Mais effectivement, c'est quelque chose qui a de commun entre typiquement les écrits qu'on a nous et vos écrits, Étienne Chouard, c'est qu'on dénonce plus un système, des règles qui sont admises, parce que ça a toujours été comme ça, que des conspirations de qui que ce soit et qui sont effectivement totalement fumeuses et qui pullulent sur Internet, ça c'est indiscutable. Ce qui est très important aussi peut-être, c'est de souligner qu'à chaque fois que des bonnes idées sortent, émergent du réseau, elles se transforment en conspiration ou en mode de complotiste, etc. C'est-à-dire qu'on peut même se poser la question à un moment si la fabrication et pas... voilà, tout ce qui est gênant aussi se transforme un peu en complot. Alors qu'un individu, un prof qui sort des idées, voilà, on veut en faire derrière... Bon. Typiquement, chez Reflet, nous, on a pendant très très longtemps été étiquetés conspirationnistes. On a travaillé sur les systèmes de surveillance des populations. Pendant des années, on a été étiqueté conspirationniste, voire mythomane. Et puis ces enquêtes sont sorties dans le Wall Street Journal, ces enquêtes sont sorties dans le New York Times. Donc tout d'un coup, on a une caution de grands... Le Canard enchaîné vous relaye beaucoup. Le Canard enchaîné, qui est très proche de Reflet. Et à un moment, on a arrêté ces accusations de conspirationnisme parce qu'elles étaient totalement ridicules. Et aujourd'hui, on est plutôt en train de mettre une autre étiquette qui est « ce sont des fous, il ne faut pas les écouter, ils sont fantaisistes ». Et de toute façon, le système a tendance à rejeter ce qu'il remet en question à travers des étiquettes. C'est un grand classique. De la même façon que c'est très facile, effectivement, de récupérer les idées d'Étienne Chouard pour les insérer dans le cadre d'une grande explication des choses sur la conspiration de Dieu sait quel acteur. Et ceci dit, j'attire votre attention sur le fait qu'il existe des conspirations depuis la nuit des temps. Et que précisément, les institutions, le concept même de constitution, sert à nous protéger contre les... alors je vais l'appeler autrement, mais vous allez voir que c'est le même mot, contre les manœuvres des puissants du moment, qui ont un intérêt majeur à rester puissants, un intérêt personnel vital à rester puissant, et qui ne se gênent pas, il faudrait être complètement naïf pour imaginer le contraire, qui ne se gênent pas pour intriguer, et pas, ils ne le font pas sur la place publique, parce que sinon ça ne marchera pas, ils intriguent en secret, pour que les conditions de la perpétuation de leur domination continuent. Je trouve ça d'une banalité, excusez-moi, je trouve ça... Il faut quand même nuancer ça, Étienne, en précisant qu'il y a une multitude de conspirations. Voilà. Et que du coup, il y a quand même une homogénéisation de toutes ces conspirations qui fait qu'on est face à 50 enjeux, 50 intérêts de corporations ou d'individus qui font que chacun tire la couverture à soi. Et effectivement, ceux qui ont déjà le pouvoir partent dans cette bataille avec un immense avantage qui leur permet d'asseoir une domination. Alors je voudrais simplement qu'on revienne sur le sujet de ce plateau et qu'on le conclue. C'est vous, le sujet de ce plateau introductif. Encore une fois, c'est celui que je pourrais envoyer sous forme de lien à ma maman pour qu'elle comprenne qui vous êtes. Donc c'est ça qui m'intéresse. Et eu égard aussi à la qualité des commentaires qu'il y a actuellement sur le live chat, on reste bien sur cette mise en perspective de vous-même en train de proposer une idée dans laquelle vous souhaitez que le peuple s'empare de la démocratie, de la constitution, etc. Mais en même temps, le risque pointé par certains internautes, c'est que à ne pas avoir encore suffisamment éclairci le mode d'emploi et donné une ligne claire et plus facilement appropriable par des gens compétents. C'est intéressant parce que cette expression ressort. Il faudrait que des personnes suffisamment compétentes reprennent vos propres idées. Vous voyez le paradoxe par rapport à toute votre idée. Et simplement pour conclure, par exemple, Anthony notamment dit que, et pointe ce paradoxe, c'est que puisque vous êtes la source de l'information et qu'il ne faut pas laisser n'importe qui jeter le discrédit sur vos idées en les reprenant trop facilement à son compte et en les déformant, puisque vous êtes donc la principale source d'information, il y a un risque que vos propres idées se personnifient sur vous-même. Vous voyez le paradoxe intéressant ? Oui. Alors que c'est pourtant contraire à vos convictions. Donc là, il va falloir à un moment donné nous expliquer quel est le mode d'emploi pour l'avenir et pour que vos idées puissent éclore de la bonne façon. Voilà ma dernière question. À mon avis, l'idée que je suis en train de débusquer, de ressortir de l'histoire, parce que c'est une vieille idée, l'idée du tirage au sort comme procédure centrale dans une démocratie digne de ce nom, je n'ai pas du tout inventé ça, moi. Je fais passer... Je suis juste un transmetteur. Là, je découvre quelque chose, je bosse, je travaille, je découvre un truc qui me paraît important. Et il me semble que nous n'avons rien à attendre des élus du moment, des puissants du moment pour faire germer, pour faire grandir cette graine. C'est à nous, à la base, de la faire grandir.
si cette idée reste attachée au perchoir, c'est cuit, c'est foutu, ça ne grandira pas. Il faut absolument qu'elle soit, comment dire, qu'on arrive à l'expliquer de façon virale, à l'expliquer de façon contagieuse, pour que quand quelqu'un qui a été formé au moule de l'école républicaine, dite républicaine, c'est-à-dire on nous apprend élection égale démocratie, démocratie égale élection, élection égale démocratie. Quand on a vécu 20, 30, 40, 50 ans avec cette rengaine, il y a une phase de désintoxication pour s'apercevoir que c'est pas un mensonge, parce qu'un mensonge ce serait délibéré, c'est une erreur. Moi, j'ai enseigné que élection égale démocratie, et j'étais pas l'agent d'un complot. C'était juste, je me trompais, quoi. Voilà. Et donc, je pense que c'est le cas pour le plus grand nombre. Et donc, il y a une phase de désintoxication et qui passera, je crois, par une éducation populaire où, à la base, nous allons nous désintoxiquer les uns les autres. Mais ça ne marchera que si on trouve une façon de présenter cette idée qui soit à la fois simple et forte et virale. C'est-à-dire qu'il faut que la personne qui a compris que l'élection, c'est pas la démocratie, c'est l'aristocratie. La personne qui a compris que la seule procédure démocratique qui vaille, c'est le tirage au sort, et que même d'une façon générale, la seule façon d'écrire un bon contrat social, c'est de l'écrire nous-mêmes. Il faudrait qu'on arrive à présenter cette idée de façon à ce que celui qui vient de comprendre ça devienne contagieux, c'est-à-dire qu'il devienne actif. Il était passif, mais il devient actif et il devient capable de contaminer à son tour 2 ou 3 autres personnes. Alors ce que dit Cédric Troquet, qui est un de vos followers, si je puis dire, en restant dans les terminologies web, qui a l'air de bien vous connaître et d'être assez passionné, il répète, et c'est quelque chose aussi que j'ai constaté plusieurs fois là, dans ce chat, c'est qu'il y a une profonde conviction autour de vous, et qui semble être la vôtre, une foi, je dirais même, dans l'homme, à savoir que, voilà, alors j'enfonce une porte ouverte, mais c'est fondamental dans tout votre raisonnement et dans tout le dispositif qui pourrait éventuellement fonctionner par la suite, c'est que, voilà, comme le dit Cédric, quand un électeur veut devenir un citoyen, j'aime bien aussi, là on voit qu'il s'est bien approprié vos idées, puisqu'il fait la différence entre l'électeur et le citoyen, l'un et l'autre peuvent évidemment correspondre, mais on voit bien qu'il y a une nuance importante, donc il nous rappelle donc qu'il devient alors compétent, qu'il s'intéresse, vous disiez tout à l'heure, il éteint la télé, et donc tout procède de cette foi que vous avez, très humaniste, qui dit que dès qu'on est désintoxiqué, on est capable de s'approprier des codes, on est capable d'apprendre. Mais moi je maintiens, et je reste encore sur cette question, désolé, un peu obsessionnelle, pour essayer de clôturer ce premier plateau, qui nous manque quand même encore un mode d'emploi. On voit bien que là, on est dans la phase d'évangélisation, l'idée virale, on a bien compris, d'autant que la puissance d'Internet est heureusement là pour vous aider. Des gens comme Fabrice, comme Drafer, etc. le font de manière très compétente. Mais on sent cette attente aussi. Je dis on sent au travers du live chat, une attente pour de la compétence, des guidelines, des idées très concrètes pour que le dispositif puisse prendre corps plus vite et que donc on enlève tout l'élément un petit peu sulfureux de ceux qui sont dans le conspirationnisme, etc., et qui reprennent un peu mal vos idées. À un moment donné, il va falloir que la source, vous, soit consciente de son pouvoir, de son importance. Vous savez, il y a un grand philosophe californien du nom de Spider-Man à qui on a dit un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je plaisante bien sûr. Mais vous commencez à avoir une sacrée visibilité. Ça vous confère un pouvoir, une aura. Et à un moment donné, la responsabilité qu'on sent bien, ne serait-ce que dans ce petit live chat, c'est qu'on attend un petit peu de vous le mode d'emploi. Si je peux à un moment donné, il faudra bien qu'il y ait soit vous, soit d'autres, soit des personnes compétentes qui disent « Ok, vous êtes désintoxiqués, on a passé la phase du buzz et de la viralité, l'idée commence à être puissante, on en entend tous d'ailleurs de plus en plus parler, il n'y a rien c'est pas une grande révélation là, de le dire, il y a un certain nombre d'étapes que vous avez réussi à franchir. L'idée a franchi, l'idée a été virale, elle a franchi ces étapes. Mais maintenant, il y a une sorte d'énorme appétence pour que ça puisse marcher. Et là, on a besoin d'un mode d'emploi pour la suite. Comment est-ce qu'on va pouvoir destituer les gens qui nous gouvernent et leur expliquer qu'il faut réécrire la Constitution de la bonne façon? Il y a un hiatus ici. Il y a des choses à ne pas faire, je pense, avant tout. Parce que ce qu'il ne faut pas faire... On peut commencer par dire ce qu'il ne faut pas faire, ok, très bien. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ne pas se battre pour être élu et faire passer ce message-là par l'élection. Je pense que justement, vous ne voulez pas être élu, vous ne voulez pas avoir le pouvoir. Et au Québec, il y a quelque chose de très intéressant qui s'est inspiré des idées d'Étienne Chouard, c'est la coalition pour la Constituante. Et eux, justement, ils ont essayé d'être élus. Ils ont dit, élisez-nous, si vous nous élisez, on va tirer au sort une assemblée constituante, donc on vous rendra le pouvoir. Et ils ont fait 5000 voix aux dernières élections du Québec.
ils n'ont pas été élus. Parce que l'élection en elle-même, elle n'amènera pas des gens qui ont ces idées-là, puisqu'il faut être riche. On a quand même là un bug fondamental, qui est qu'on ne peut pas arriver vers cette solution qui est plus démocratique que la situation actuelle à travers les voies de la démocratie. Mais l'élection n'est pas la voie de la démocratie, justement. La démocratie telle qu'on l'entend aujourd'hui, telle qu'on la pratique aujourd'hui. Au sens où, si on veut arriver vers cette solution, il va falloir trouver des moyens qui, aujourd'hui, ne seraient pas qualifiés de démocratiques. Voilà le nœud du problème. Drafer. Juste pour faire un parallèle avec les mouvements hackers, il y a beaucoup de hackers space qui se montent en France depuis 2-3 ans. Alors, hackerspace, c'est simplement un lieu, voilà, ça peut être une salle, une cave, enfin un endroit, mais qui est officiel, et où des hackers, donc c'est pas des pirates, hein, on reprend bien le terme hackers, le hacking, c'est le fait des bidouilleurs, hein, bidouilleurs en informatique, en électronique, des gens qui sont très pointus et qui viennent démonter des choses, les remonter, les modifier, c'est cette idée quand même centrale. On ne se contente pas d'utiliser quelque chose, on le fabrique, on le démonte, on le remonte pour une autre fonction. Et il y a de plus en plus maintenant de hackerspace qui sont par exemple branchés sur d'autres choses que l'informatique ou l'électronique. Ça peut être le Hack Lab Bio par exemple, sur la biologie. Donc qui s'intéressent, c'est des types très pointus hein, qui ont fait aussi des études de biologie. Je pense à la paillasse, qui est le plus connu en France. Mais il y en a qui sont en train aussi de se monter autour de l'économie ou de la politique. C'est-à-dire cette idée de venir réfléchir d'une autre manière à un phénomène, à le démonter, à le remonter ou à le transformer, ce qu'à mon avis vous faites aussi par votre pensée. Et là, on est dans des processus complètement horizontaux, hein, où personne n'a rien à gagner. Il y a le principe un peu de méritocratie, entre guillemets, et surtout du do it yourself, faites-le vous-même, cette idée de celui qui fait, bah, avance, et puis si on fait à plusieurs, etc. Et donc quand j'entendais ce principe-là de dire, bah oui, mais comment, quelle recette, quel mode d'emploi, bah, évidemment, les mouvements hackers, c'est justement tout sauf la recette. C'est pas de dire aux gens, on vous donne la recette, l'open source, le logiciel libre surtout, et après. Mais ce qui est intéressant à travers ce que vous nous dites, Drafer, c'est que c'est des graines de démocratie, pour reprendre l'expression de, je pense, d'Anthony plus tôt. Ah, mais bien sûr. Voilà, c'est une manière de penser qui commence à gagner en puissance. Il peut créer en fait des solutions sorties de bidouilles. En l'occurrence, on parle de démocratie, donc forcément de lois, de tout ce qui est de l'ordre du légal. C'est peut-être effectivement à des hackerspace orientés démocratie. C'est peut-être de là dont viendront les solutions. L'idée étant le hacking comme modèle de société, entre guillemets, mais ce que propose alors le hacking au sens large, c'est-à-dire... Et au sens noble du terme, au sens noble du terme, évidemment. C'est vraiment un terme galvaudé. Oui, il faudrait qu'on fasse un plateau spécialement on travaille sur Reflet pour tout le temps essayer d'expliquer, de réexpliquer, entre autres avec l'éthique hacker, hein, qui date des années 80. J'ai réussi à trouver le bouquin d'ailleurs. Voilà, de Lévy. Ouais. Et donc, c'est ça qui est très intéressant et très important. Et peut-être qu'il y a quelque chose là, de cet ordre-là, à réfléchir. Les gens ont envie de s'emparer de vos idées, qui sont avant tout des idées. Puisqu'on parlait d'un mouvement, je trouvais ça un peu bizarre. Je ne pense pas qu'il y ait de mouvement Étienne Chouard. Il ne dirige pas un mouvement Étienne Chouard, je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, il y a un paradoxe là. Voilà, alors peut-être. Il y a un paradoxe parce que... en fait, il y a quelque chose de très proche entre les anards et les démocrates. Les deux se méfient des pouvoirs et des abus de pouvoir. Les deux se méfient des chefs. Voilà. Et je pense que les hackers aussi... L'autorité, oui, bien sûr. Et en même temps, on en a besoin. Et en même temps, on en a besoin au moins un peu. Et en fait, je découvre en lisant les anards que j'avais jamais lu un anard jusqu'à l'âge de 45 ans. Donc c'est vous dire comme j'étais inculte. Hein. Et pourtant, j'avais un avis sur les anarchistes, alors que je ne les connaissais pas, quoi. J'en avais pas lu un. Et comme tout le monde. Et en les lisant, je m'aperçois que c'est pas du tout le désordre que veulent les anarchistes, à part que quelques excités, mais il y en a très peu en fait. La plupart sont des gens très doux, qui cherchent la justice et qui en fait se méfient des pouvoirs, cherchent à les contrôler. Et finalement, pour résoudre le paradoxe, il suffirait... L'idée que je défends, elle permet de résoudre ce paradoxe, parce que nous arriverions, si nous avions un processus constituant désintéressé, nous arriverions, je pense que nous serions capables d'arriver à un régime représentatif, mais tellement sous contrôle, qui serait plus dangereux. On a un problème avec l'institution de réel contrôle. Les pouvoirs ne sont dangereux que parce qu'ils ne sont pas contrôlés, ou parce qu'ils sont mal contrôlés. Et là, on résout le paradoxe, parce qu'on peut être anard, démocrate, et accepter un pouvoir auquel on va se soumettre. Parce qu'on l'a convenablement contrôlé, de façon durable et fiable, parce qu'on a bien pensé les institutions, et on a fait attention au processus constituant, et on a fait attention à qui va écrire les règles, de façon à ce que ce soit une vraie constitution qui nous protège durablement contre eux. À ce moment-là, on peut imaginer à la fois des élections, gagner aux élections, même faire un parti. Même un parti, imaginez qu'un parti soit
instituer, donc ça veut dire ses statuts, les statuts du parti soient pensés à la démocrate, à la mode anarchiste, en contrôlant, comme le lait sur le feu, les gens titulaires du pouvoir dans le parti en question, vous allez avoir un parti qui va être beaucoup moins autocrate, beaucoup moins producteur de chefs tyranniques que les partis actuels, avec un problème de fonctionnement. Probablement, il sera peut-être moins efficace, parce que l'avantage du système autoritaire et hiérarchique, c'est que c'est plus efficace pour prendre des décisions, pour résister, pour faire la guerre. Alors, si on regarde le monde de l'open source, du logiciel libre et du hacking, c'est exactement l'inverse. Alors, je voudrais juste pas qu'on empiète sur un plateau suivant, parce que en fait, ce que je constate, c'est un glissement tout à fait intéressant pour finalement éluder la question importante, qui est ce fameux hiatus. Là, on revient sur des considérations qu'on va pouvoir creuser tout de suite après dans une autre séquence. Mais je trouvais c'est ça, en tant qu'observateur là, qui me situe un instant. On a à nouveau encore oublié la vraie problématique, le vrai paradoxe, c'est que vos idées pour exister, et c'est ça d'ailleurs aussi que relèvent beaucoup là, les internautes, et il y en a de plus en plus, le paradoxe qui est que pour que vos idées puissent être mises en application, il faut choisir, est-ce qu'on se présente aux élections ou pas. Voilà. Il faut vraiment rester, alors peut-être pas répondre de suite, mais quand même pointer que c'est ça aussi qui va être passionnant pour tous les citoyens qui nous écoutent, qui veulent s'impliquer derrière vous et dans le sillage de vos réflexions là sur Internet. C'est ça qui va être passionnant. C'est ça, Étienne Chouard, de ce que je commence à comprendre. C'est ça la grande question que vous posez. Comment faire maintenant pour résumer l'élection piège à con Oui. Ah oui. C'est ça. Ah oui, je pensais que c'était... Alors il fallait que ça soit... La conséquence, c'est faisons la révolution, mais comment? Enfin, c'est pas simple. Parce une révolution douce, dans une dictature, pacifique, comment? Alors, les élections sont un piège à con, ça c'est absolument certain. C'est pas seulement un slogan, ça se démontre, ça se pense. C'est un slogan. C'est plus qu'un slogan, c'est très vrai. Les élections ne tiennent pas leurs promesses, quoi. Voilà. La promesse de l'élection n'est pas tenue. Mais vous vous rendez compte néanmoins qu'en disant cela, navré de vous interrompre, je me fais aussi l'écho de certaines réactions qui arrivent très vite. Quelqu'un qui sous le pseudo de Sempiternel nous dit quand même je reste persuadé qu'utiliser le système électoral pour mieux le transformer reste la voie la plus pacifique. Parce que la conclusion induite dans ce que vous dites et dont vous pouvez être, la fin de ma phrase, oui. qui fait que vous pouvez être très rapidement totalement dépossédé de vos idées, c'est qu'on pourrait penser que l'étape suivante soit relativement brutale, puisque qui dit éviter les élections suggère peut-être la révolte populaire. Le slogan « élection piège à con » est suivi de « faisons la révolution ». Et en général, c'est rarement pacifique. Est-ce qu'il y a d'autres voies finalement? Est-ce qu'on peut envisager d'autres voies? Voilà la vraie question. Moi, il me semble que oui. Je pense que les révolutions sont violentes. Je vois deux raisons. Parce que ceux qui font la révolution ne sont pas assez nombreux et doivent imposer par la force la révolution à des tas de gens qui ne la veulent pas. Et puis je pense que les privilégiés du moment, les privilégiés d'avant la révolution, sont comme des drogués au pouvoir et à l'argent et sont prêts... Et presque ça les dépasse, je leur en veux pas. L'excès d'argent et l'excès de pouvoir rend dingue comme une drogue dure. Et ils sont tellement accros, ça a été tellement bon d'avoir le pouvoir et l'argent qu'ils sont prêts à, et là c'est pas, j'exagère pas, les exemples partout sur Terre abondent, ils sont prêts à massacrer les autres pour garder leur pouvoir. Et donc c'est eux qui sèment, enfin très largement, très souvent, c'est les privilégiés du moment qui sèment la panique dans la société dont ils sont en train de se faire exclure pour que la population réclame à nouveau l'ordre et le rétablissement de l'ordre ancien et le rétablissement de l'ordre ancien. Ça, Étienne, c'est le scénario qu'on vit en ce moment. Semer la panique, fear, uncertainty, recentrons sur la question. Donc comment on a vu les Espagnols qui ont fait une espèce de révolution pacifique à travers les indignados, ça n'a strictement rien donné. Oui, mais c'est parce qu'ils ne sont pas nombreux. Ils étaient quand même très nombreux. Non, mais pas du tout. Enfin, l'idée que je défends, c'est que, et je me trompe peut-être, et je ne suis pas sûr que ça va marcher, c'est que si on arrive à trouver une idée assez bien ciblée sur l'essentiel, et je crois que quand on remonte bien à la source, si on tient à la cause des causes, qui est la qualité du processus conscient, qui est notre conscience politique, que en prenant le problème à cet endroit-là, on le réglera mieux que de toutes les façons qu'on a essayé pour l'instant. En ciblant ce problème-là, on se donne le moyen de s'unir, alors que pour l'instant on est dispersé sur les conséquences. Nous nous concentrerions sur alors nous croyions être ennemis et en fait, ou adversaires ou combattants parallèles. En fait, nous avons tous le même problème de l'impuissance politique. Si nous arrivons à formuler cette idée de façon simple et forte et virale, on devrait arriver, en tout cas c'est ça que j'essaye de trouver, c'est cette formulation, cette façon pédagogique
et autonome, c'est-à-dire que l'idée doit ensuite se développer de façon autonome, sans qu'il y ait besoin d'un gourou ou d'un chef. Si on arrive à ça, on devrait arriver à être non pas quelques centaines de milliers, parce que les Espagnols sont peut-être quelques millions, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on soit des milliards. Oui, mais alors, et Étienne. non, mais alors, des milliards. Il suffit. Attends, c'est pas inaccessible. Ça paraît inaccessible, mais ça l'est pas. Parce que si on est arrivé à être des millions, c'est juste une exponentielle. Il faut quelques jours ou quelques semaines de plus pour être des milliards. C'est-à-dire qu'en fait, l'exponentielle, c'est très lent au début. On se dit, mais tiens, mais ça avance pas. Et c'est après qu'on s'aperçoit que, mais attends, ça va à toute vitesse. C'est le principe de la courbe exponentielle. Voilà. Et donc, il faut arriver à trouver. Mais est-ce que concrètement, les demandes des d'autres- internautes étaient peut-être là? C'est concrètement, est-ce qu'il faut un mouvement qui part d'Internet, de démocratie, 2-0, 3-0 Alors justement, permettez-moi de me faire suggère- l'écho des internautes qui ont la patience et l'extrême gentillesse, non seulement de nous écouter, mais d'être, dans le bon sens du terme, bavard en nous donnant plein d'idées. Ce que je trouve, alors je vais me permettre d'en faire ma tentative de synthèse, pardonnez-moi chers amis si je le fais mal, vous pourrez m'engueuler sur le chat, mais ce qui ressort de façon symptomatique dans ce chat, c'est que finalement, il y a tant de bonne volonté, il y a tant d'écoute aussi pour votre message, que paradoxalement, dans l'attente d'une sorte de mouvement structuré, il y a trop d'initiatives, des exemples en ligne sur des sites internet, des plateformes sociales, des groupes de réflexion dans ma ville, dans ma région, etc., que soulignent les uns et les autres, toutes sortes de suggestions très intéressantes d'ailleurs. Je n'ai pas le temps de toutes les citer, avec de temps en temps des petits points d'opposition entre ceux qui pensent qu'il faut utiliser les élections pour changer le système, ceux qui pensent que non, etc. Donc pas mal de débats. Et donc tout ça me semble symptomatique, puisque cette énergie que vous diffusez avec la puissance de l'idée, pour le moment, en étant réappropriée et géographiquement dans les lieux éclatés, etc., sans organisation, on a cette impression donc que c'est ce qui justement la condamne. C'est ce qui la condamne à ne pas pouvoir émerger. Je crois que c'est très important que ce soit désorganisé. Si nous étions organisés, nous serions extrêmement vulnérables. On deviendrait décapitable. Alors que si c'est bordélique, si c'est rhizomique, si ça part dans tous les sens avec une idée qui a un génome puissant, qui fonctionne, et on ne l'a pas encore trouvé peut-être, je trouve un truc qui marche mais qui ne marche pas assez bien, si on arrive à trouver la formulation qui va bien, qui fait que ça y est, ça commence à aller vite, on devient insaisissable. C'est-à-dire que l'idée c'est de coller une maladie à un monstre qui est beaucoup trop fort pour nous. Ils ont l'armée, ils ont la police, ils ont les institutions, ils ont l'argent, ils ont la création de l'argent, ils ont les médias, ils ont la culture, ils ont les rouages politiques. On n'arrivera jamais à gagner un rapport de force dans ce contexte-là. Par contre, un monstre malade, c'est un monstre qui perd jusqu'à toute sa force. Et donc, je pense que l'idée du tirage au sort, l'idée émancipatrice, et tout le monde, enfin moi ce que je vois en conférence, c'est que les gens comprennent très très vite l'idée structurellement protectrice et émancipatrice du tirage au sort. Le côté incorruptible et équitable par construction montre son effet protecteur aux gens très très rapidement. Si on n'a pas encore trouvé la bonne formulation qui va bien pour que ça se reproduise, c'est pas la preuve qu'on ne trouvera pas. Ce que je suggérais, j'ai trouvé l'idée à Bruxelles le week-end dernier et je trouve que c'est une bonne façon de le dire. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Depuis 1 an et demi, je fais plein de conférences et les gars qui me font venir pour faire des conférences les filment et les diffusent sur Internet. Donc ça a un effet de boule de neige. Boule de neige, plus ou moins grand suivant les conférences. Parce qu'en fait, il doit se passer, il doit y avoir des jours où je suis plus inspiré ou des jours où... En tout cas, c'est la fameuse viralité que vous recherchez. Voilà, mais la viralité est différente d'une conférence à l'autre. Et je suis incapable de dire à l'avance celle qui va fonctionner ou pas. J'ai cet exemple tout à fait significatif de cette conférence de Genève en décembre que j'ai posté en me disant « je charrie, quoi, c'est la 40e, ça suffit, ils vont me trouver saoulant, quoi. Ils vont dire « mais attends, mais ça suffit, c'est l'overdose ». Et je le mets quand même parce que j'avais bien aimé le ping-pong avec Mireille Zaki. Ça avait été bien cette soirée-là, mais j'avais l'impression que c'était un overdose. Je publie ce truc-là et elle en est aujourd'hui, alors elle est à 10 000 par jour, elle est à plus de 700 000. C'était imprévisible et en fait... je pense que pour trouver parce que les vidéos, à mon avis, ça va être un outil viral pour la planète. C'est-à-dire que si on les traduit, c'est un outil ça marche tout seul, ce truc-là. Il faut juste arriver à trouver le spectacle qui donne envie aux gens de travailler la question et de devenir actifs.
ce que je suggérais aux gens à Bruxelles qui demandaient mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Je leur disais, écoutez, normalement il faudrait que vous fassiez comme moi, c'est-à-dire qu'il faudrait que vous deveniez vous-même, que vous expliquiez ce qui se passe en vous, que vous montriez qu'on peut se transformer et qu'il y a une bonne idée qui paraît prometteuse. Vous êtes peut-être celui, vous ne savez pas encore, mais vous êtes peut-être celui qui va trouver la forme qui va bien, qui va convaincre jusqu'à quelqu'un au fin fond des Andes que c'est ça qu'il nous faut. Et pour trouver cette bonne forme, je trouve que c'est très séduisant de s'en remettre au hasard et de la multiplication, comme le fait la nature, la multiplication des expériences. Vous organisez des réunions avec vos amis. Il peut y avoir 10 personnes, on s'en fout complètement. Vous la filmez. Le fait qu'il y ait 10 personnes ce jour-là n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce que va devenir l'objet après. Donc, filmez-vous. Si vous avez l'impression que ça s'est très mal passé, ce n'est pas la peine de le reproduire. Mais si vous avez l'impression que ça s'est bien passé, publiez-le. Et puis, on verra si c'est viral. Et vous allez voir qu'en plus, à chaque fois que vous faites une réunion, les premières fois, vous allez être un peu maladroit. On va vous rembarrer facilement. Vous allez dire, mince, il m'a renvoyé dans mes buts. Vous allez rentrer chez vous. Vous allez dire, mais j'aurais dû lui dire ça. Mais vous allez voir recommencer. La prochaine fois, vous allez être meilleur et meilleur. Et en fait, on progresse très vite. Parce qu'en fait, l'argumentaire avec... Il y a quoi ? Il y a une vingtaine peut-être d'arguments solides contre l'idée du tirage au sort, et il n'y en a pas un qui résiste à l'analyse. Donc il va falloir que vous bossiez sur ces arguments, que vous bossiez sur les réfutations. Vous allez même trouver probablement de nouvelles réfutations auxquelles on n'a pas encore pensé. Et en vous exerçant à plaider pour cette idée émancipatrice, en vous exerçant, vous allez devenir meilleur, et filmez-vous. Alors, après ça, je me permets de vous interrompre pour simplement reprendre les termes d'un internaute qui vous synthétise, qui dit concrètement pour changer, c'est Grégoire Faux-Robert, concrètement pour changer les choses, il faut réclamer tous les jours une assemblée constituante démocratique, donc tirée au sol, répéter à ses amis, familles, collègues de bureau, voilà, se concentrer là-dessus. Le lundi, le mardi, le mercredi, il faut le marteler dans les esprits. Si des millions de personnes veulent la même chose demain, nous serons forts pour ne plus accepter, ne plus soumettre un pouvoir qui ne nous convient pas. Alors pardon, je termine parce que c'est une vraie synthèse. Il dit donc pour récupérer nos pouvoirs, nous devons le réclamer sans arrêt jusqu'à l'obtenir. Est-ce que c'est une bonne phrase ou pas? Non, pas réclamer parce que la solution ne viendra pas des élus. Ils ne nous donneront jamais le pouvoir qu'ils veulent. Enfin, il faut se mettre à leur place. Je ne leur en veux pas. Je n'attends pas de mes parents qu'ils me donnent mon autonomie. Je vais la prendre. On est bien d'accord, mais pour le moment, vous parlez de la viralité de l'idée. Vous dites, voilà, il faut commencer par faire en sorte de trouver la bonne formulation. Il ne faut pas demander une assemblée constituante tirée au sort. Il faut vouloir une assemblée. Et si nous sommes des millions à la vouloir, on l'aura. Ce qu'Étienne décrit là, c'est l'essence même d'un processus viral sur Internet tel qu'on pourrait le briefer à une agence de com. Et tel que quelque part c'est notre métier, à toi Frédéric comme à moi. C'est un processus darwinien. On fait une multitude d'itérations différentes, c'est-à-dire que chaque individu dans son coin va faire sa petite itération, sa petite vidéo, sa petite explication auprès de sa petite audience. Et puis au milieu de ce foisonnement d'explications, certaines itérations de cette façon d'exprimer cette même idée vont connaître une résonance phénoménale. C'est elles qui vont survivre et être à leur tour reproduites. Et on est dans le cœur de, très concrètement, un brief qu'on pourrait faire à une agence de communication pour viraliser cette idée à un point tel qu'on atteigne ce fameux seuil critique. On n'en est pas là, mais effectivement... Mais seuil critique au-delà duquel il se passe quoi? Vous avez donc les actuels, les élites actuelles qui réalisent « Ah ok, on ne peut plus en faire abstraction ». Non. Alors qu'est-ce qui va se passer à mon... Expliquez-nous ce qui va se passer. Une forme de révolution. On peut tous Très bien. Alors le seuil critique, c'est quoi? C'est... Imaginons la paralysie. Non mais c'est quoi? C'est le moment où... C'est la paralysie totale du pays pendant des mois. Non, le seuil critique. Non, je reviens à ma question. Pardonnez-moi, essayez d'y répondre. Le seuil critique, c'est quoi? Le seuil critique, c'est-à-dire c'est dans la diffusion de l'idée est claire, acceptée par une majorité? Par un nombre suffisamment grand. Alors par un nombre suffisamment grand, très bien. Les gens qui ont 40 ans ça, à la Révolution française. Essayons de définir cette notion de seuil critique, s'il vous plaît. Il y a une classe parce que c'est de ça dont vous parlez. De la mort à 1789. Alors peut-être. Mais alors moi, ce que j'ai compris, c'est que dans les indignés, par exemple, la classe d'âge qui n'était pas impliquée, donc il y avait les plus âgés et les plus jeunes. Ceux qui manquaient, c'était ceux qui ont 40 ans. Alors pardonnez-moi, on revient trop dans l'anecdote. Excusez-moi, on est trop dans l'anecdote. Je voudrais que Étienne Chouard. J'ai compris. Je voudrais qu'Étienne Chouard puisse répondre parce que vous êtes hors sujet, s'il vous plaît. Pour les internautes, c'est inaudible. Donc, question importante, on vous entend depuis tout à l'heure nous expliquer qu'il y a cette phase de viralisation, d'évangélisation qui est fondamentale. Mieux formuler l'idée, on va enlever le mot évangélisation s'il vous plaît pas. Mais c'est vrai que là, c'est un terme un peu de technique marketing, j'avoue. Quoi qu'il en soit, l'idée se viralise, il y a donc un seuil critique. Fabrice a commencé à définir cette notion de seuil critique en disant c'est le moment où il y a un nombre suffisamment grand de gens qui sont conscients
de la validité, de l'urgence, de l'importance de cette idée, suffisamment de gens qui deviennent citoyens. What's next? Quelle est l'étape d'après? Qu'est-ce qui se passe au moment où on est conscient? On va dans la rue? Non, le fait que je ne puisse pas vous dire comment ça va se passer concrètement, le fait que je ne puisse pas vous dire à partir de combien, en vous donnant un chiffre, ça va se transformer, le fait que je ne puisse pas vous répondre ne fait pas la preuve que ce n'est pas la bonne idée. Je ne peux pas vous répondre parce que je ne suis pas devin et je n'ai pas besoin d'avoir à vous répondre. Ça ne me paraît pas aussi important de savoir exactement à partir de combien le processus va être assez puissant pour tout transformer. Je pense que quand il sera assez puissant, il transformera les choses et on sait pas, le fait qu'on ne sache pas exactement à quel moment n'est pas si important que ça. Je pense que l'occasion qui déclenchera, qui rendra possible l'espèce de l'embrasement qui aura lieu comme il a lieu. Des insurrections, il y en a partout dans le monde à toutes les époques, donc il y en aura une. Je ne sais pas encore où ni à quel moment, mais peu importe. Êtes-vous d'accord quand même pour dire que le propre de toute insurrection, c'est qu'à un moment donné, elle s'auto-institutionnalise et que si on dégage une aristocratie, il y a une bourgeoisie qui prend le pouvoir? Oui, bien sûr. Oui, mais précisément, mais ce que je déplore, c'est qu'à chaque insurrection, le travail préalable de préparation des humains qui composent le corps social, de préparation à écrire lui-même son contrat social, le travail est nul. Nous n'avons encore jamais été capables dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons encore jamais été capables de préparer une révolte contre la domination par une appropriation intime du processus constituant. On n'a encore jamais été capable de le faire. Il me semble que ce serait plus malin. C'est beaucoup trop tôt pour faire la révolution aujourd'hui. Et pourtant, c'est peut-être dans un mois. Ça dépend de la vitesse à laquelle ça va devenir viral. Et je propose que ça soit la conclusion de ce plateau. Donc, chers amis, merci de nous avoir suivis jusqu'ici.